Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'ANS sur la préinformation des DSR de radiologie. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va vous faire un rappel sur ce qu'est le Ségur du numérique en santé, même si a priori vous avez déjà les bases là-dessus. On va vous présenter le contenu du DSR de radiologie tel qu'il a été publié en préinformation. On vous parlera des différents types d'exigences, des types de scénarios de conformité et des preuves associées. Il y aura un focus sur quelques exigences, et puis ensuite un temps de questions-réponses. Alors, on a prévu un temps assez large, on a 1h30 ensemble. Dans ce qu'on a à vous présenter, c'est beaucoup plus court que ça. Donc, ce qu'on voudrait privilégier, si ça vous paraît intéressant, c'est cet échange et de poser des questions et de voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans la mise en œuvre de ce DSR. Pardon. Alors déjà, pour commencer, le Ségur. Le Ségur du numérique en santé, son ambition, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé, mais aussi avec l'usager. L'objectif de tout ça, c'est de mieux prévenir et de mieux soigner. Pour que les citoyens soient eux-mêmes en capacité d'être acteurs de leur propre santé, pour partager les informations de santé entre les professionnels de santé et leurs patients, et aussi pour améliorer le cadre de travail des professionnels de santé. Pour ça, on s'appuie sur deux leviers qui sont complémentaires. Alors, d'une part, une incitation à l'usage pour les professionnels de santé et les établissements de santé, et d'autre part, la mise à niveau de l'équipement logiciel par la mise en place de ce fameux référencement Ségur. Et c'est ça qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. C'est, pour être référencé dans ce référencement Ségur, il faut respecter certaines conditions qui sont détaillées dans le dossier de spécification de référencement, ou DSR. Dans ce webinaire aujourd'hui, on va donc vous parler du DSR qui a été prépublié sur l'imagerie. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. De notre côté, on s'engage à toutes les prendre en compte. En revanche, on ne sera peut-être pas en capacité de vous apporter toutes les réponses aujourd'hui. Si jamais on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, on y répondra dans un second temps sous la forme d'une FAQ. Et je vous encourage dès à présent à vous inscrire à la newsletter ANS en sélectionnant Ségur du numérique en santé pour avoir toutes les informations au fur et à mesure où on sera capable de vous les apporter. Alors, un DSR, qu'est-ce que c'est? Dans ces fameux dossiers de spécification de référencement, vous allez trouver plusieurs parties. 5 grandes parties. La première, c'est le contexte général du document. La deuxième, c'est le périmètre qui est ciblé. La troisième, vous allez retrouver toutes les exigences et les vérifications de conformité. Dans la quatrième, les modalités de référencement. Et dans la cinquième, toute une série d'annexes. Ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est du document qui a été prépublié en préinformation, c'est-à-dire toutes les parties qui sont en bleu. Dès qu'on aura la partie 4, donc les modalités de référencement sur le périmètre ciblé, on reviendra vers vous pour vous en parler. Ces fameux dossiers de spécification de référencement, ils ont été établis par grands thèmes, par couloir, donc vous en avez 6. Et donc aujourd'hui, on va parler de la radiologie. Et je passe la main à Mathieu Bajat, donc, qui est le représentant technique de la Task Force Radiologie, pour vous présenter la suite de ce DSR. Bonjour Nathalie, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc du coup je suis Mathieu Bajat, moi je travaille pour l'Agence du numérique en santé en tant qu'expert interopérabilité et voilà, j'interviens sur la Task Force Radiologie. Donc je vous propose effectivement de partager avec vous ce DSR de radiologie qui a été co-construit avec plusieurs groupes. Alors je vais passer sur la slide suivante. Par rapport à l'historique et la construction du coup de ce DSR, il y a eu 2 groupes qui ont été montés au sein de la Task Force. Un premier groupe dit comité de pilotage qui s'est réuni tous les 15 jours depuis le lancement du Ségur et le lancement du couloir imagerie avec donc différents participants
sur cette partie pilotage, notamment les 3 fédérations de radiologie qui sont la SFR, la FNMR et le G4. L'objectif de ce comité, c'était de définir les éventuelles réorientations stratégiques, participer aux différents entrants de la task force, en respectant la feuille de route qui nous avait été donnée du Ségur, identifier les différents freins liés au processus et usages des outils et des services, apporter l'expertise métier donc par les radiologues sur le périmètre de la vague 1, et enfin réaliser le sponsoring de la task force auprès des radiologues. Un deuxième groupe a été monté également, il s'agit du groupe comité d'éditeurs, qui s'est réuni également tous les 15 jours dans le cadre de la task force, avec plusieurs participants. Tout d'abord, les différents éditeurs, les sociétés éditrices de solutions RIS et PAX, des DSI et des experts techniques de l'écosystème, le Syntec du numérique et le SNITEM. L'objectif de ce deuxième comité, c'était apporter l'expertise technique sur le périmètre de cette vague 1, participer à des questionnaires techniques pour alimenter la trajectoire de la task force, lever les alertes de calendrier et les points bloquants, challenger les différents entrants, et enfin partager les informations de la vague 1 avec l'ensemble de l'écosystème des éditeurs. Au niveau du périmètre logiciel du DSR imagerie, donc ce DSR de radiologie qui est dans le couloir imagerie, il s'adresse tout d'abord aux fournisseurs de RIS. Les domaines qui sont concernés par ces fournisseurs, ça va être la radiologie conventionnelle, la mammographie, la partie scanner, l'IRM et l'échographie. Les fournisseurs de RIS, pour se faire référencer Ségur, peuvent également s'associer avec un connecteur lors de la candidature afin de satisfaire aux différentes exigences du DSR, notamment pour l'alimentation du DMP, les échanges des comptes rendus d'imagerie médicale, interfacés au RIS via le système de MS Santé pour échange avec donc, les PS demandeurs et la messagerie citoyenne. On va y revenir. Donc, juste un petit peu après, je vais élargir un petit peu le périmètre. Sur cette vague 1 du Ségur, nous n'avons pas embarqué les éditeurs de PAX et de VNA qui ne sont pas éligibles à la vague 1 de financement à l'équipement. Un petit focus sur le panorama du périmètre fonctionnel du DSR. Ce DSR de radiologie en vague 1, il couvre un périmètre d'exigence transverse et spécifique. Donc nous allons retrouver plusieurs thématiques sur ce DSR qui sont du coup en adéquation avec la feuille de route Ségur. Donc vous allez retrouver la consultation du web PSDMP, qui est une intégration d'appels contextuels pour que depuis les logiciels métiers RIS, les radiologues puissent accéder au DMP des patients avec un contexte INS à passer. C'est la transaction TD09 du guide d'intégration du GIE CEDEM Vital. L'intégration de ProSanté Connect, dans le respect du référentiel ProSanté Connect pour les fournisseurs de services qui a été publié fin mai 2021. L'implémentation de l'identité nationale de santé, dans le respect également du référentiel INS, du guide d'implémentation INS et du référentiel national d'identité-vigilance. La génération et la visualisation de comptes rendus d'imagerie en CDR2 niveau 1. Il s'agit de comptes rendus non structurés avec le compte rendu d'imagerie médicale en PDF, donc conformément au cas d'interopérabilité, et le compte rendu d'imagerie avec les informations non structurées. L'envoi systématique et automatisé au DMP, donc à partir des versions 2.4 ou supérieures, et l'envoi systématique et automatisé par messagerie de santé aux professionnels de santé et à la messagerie citoyenne. Ces deux phrases, c'est vraiment l'acide du Ségur, c'est faciliter et automatiser donc le partage de documents et l'échange. Le panorama aussi du périmètre, c'est la capacité aux éditeurs de transmettre à une PFI. PFI, c'est une plateforme d'intermédiation ou au dossier patient informatisé qui porterait le rôle de PFI, les CDA R2 niveau 1 à travers un flux HL7 et 2 via des messages
ORU-MDM avec données de masquage et connexion secrète. L'objectif de cette capacité, c'est que le RIS soit bien en capacité déjà de produire le document d'imagerie médicale, mais en plus qu'il soit en capacité de transporter ce compte-rendu dans des structures hospitalières et dans de l'échange intra-établissement. L'utilisation des normes d'échange de données ainsi que du cadre d'interopérabilité des systèmes informatiques de santé pour la construction des différents messages, puisque les référentiels sont intégrés dans le cadre d'interop de l'ANS. Et enfin, la mise en œuvre d'un appel contextuel sortant du RIS avec l'INS. Sur ces différentes thématiques, on va détailler donc, du coup un petit peu plus loin. Tout d'abord, je vais aborder la notion d'exigence conditionnelle et de profil de candidat. En effet, les éditeurs, pour se faire référencer et pour qu'ils soient compatibles Ségur, vont devoir se positionner donc, sur différentes exigences, dont on a vu, qui sont portées par le DSR radiologie. Vous avez plusieurs types d'exigences. Vous avez des exigences obligatoires et des exigences conditionnelles. Donc, tout d'abord, l'éditeur va devoir se positionner sur un ou plusieurs profils lors de sa candidature. Et une attestation finale de référencement indiquera du coup ce choix. Nous avons fait une liste de plusieurs profils. Donc, on a un premier profil qui est général, qui porte toutes les exigences générales qu'un RIS doit être en capacité à utiliser. Et ensuite, il y a plusieurs profils suivant les trajectoires qui seront proposées par l'éditeur lors de son référencement. Quelques exemples. Donc, le profil général, lui, est obligatoire. Donc, toutes les exigences qui portent ce profil général seront obligatoires à valider par l'éditeur. Ensuite, l'éditeur pourra se positionner sur plusieurs autres profils optionnels. Notamment, on va retrouver le profil référentiel de l'identité. Est-ce qu'un éditeur de RIS est en capacité à être référentiel d'identité, notamment pour s'il est implémenté dans les cabinets libéraux des radiologues? La plupart du temps, les RIS doivent être référentiels de l'identité. Donc, il y a un certain nombre d'exigences conditionnelles à remplir pour être référentiel d'identité. L'envoi manuel par MSS OPS demandeur, ça c'est une exigence qui a été mise en conditionnel, puisque nous avons vu que dans les différentes structures hospitalières, très souvent, le PS demandeur avait accès au compte-rendu d'imagerie directement au DPI. Et le fait de l'envoyer directement sur sa boîte MS Santé, il y avait un doublon, du coup, et il n'y avait pas forcément de plus-value, du coup, pour le PS demandeur à avoir le compte-rendu sur sa boîte MS Santé, puisqu'il avait accès directement sur le DPI à ce compte-rendu. Nous avons mis en place une authentification électronique unipersonnelle avec utilisation de RPPS RAN pour les cabinets libéraux. Donc, plusieurs structures de radiologie, notamment des radiologues qui peuvent être structurés en société civile de moyens. Donc, on a identifié un besoin là d'implémenter des certificats qu'on appelle RPPS RAN. Donc, ça fait partie également d'un profil. Donc, si vous, éditeur, vous allez adresser des radiologues qui sont en société civile de moyens, à ce moment-là, il y aura des exigences à remplir par rapport à l'implémentation du certificat RPPS RAN. Et enfin, un dernier profil, c'est le stockage des copies de titres d'identité, donc avec une exigence spécifique qui indique que si les titres d'identité sont stockés par le RIS, ces titres d'identité doivent être cryptés et doivent être supprimés sur un délai de 5 ans. Donc tout ça, ça représente les différents profils sur lesquels les éditeurs, vous allez devoir vous positionner pour vous faire référencer.
sachant que, comme je le disais, voilà, le premier profil général, lui, est obligatoire. Je poursuis la présentation. On va détailler un petit peu les différents types d'exigences, les différentes thématiques. Donc, au niveau du DSR, on a comptabilisé le nombre d'exigences que vous allez retrouver dans le DSR radiologie. Donc, à titre d'information, il y a plusieurs thèmes, donc plusieurs thématiques. Et on a comptabilisé les différentes exigences. Donc, sur la partie DMP, il y a 7 exigences. En interopérabilité, il y en a 14. Et ça va jusqu'à 36 exigences sur la thématique de l'INS. Je vais poursuivre sur la suite du webinaire. On va faire un focus sur les différentes thématiques qui sont portées par le DSR. Donc, comme je le disais, il y a deux trajectoires possibles pour un éditeur, pour la capacité à implémenter les différentes exigences. On a identifié donc deux profils, un profil référentiel d'identité et esclave de l'identité. Donc, si l'éditeur est référentiel d'identité, il devra se faire homologuer CNDA. Il devra faire appel au téléservice INSI et il devra qualifier les identités, donc faire la création des identités et les valoriser. C'est le profil référentiel d'identité. Et sur la partie esclave de l'identité, là, il réceptionne les identités créées. Il y aura aussi un travail à faire par rapport à l'INS, notamment pour insérer l'INS dans son logiciel RIS, même s'il est uniquement esclave. Dans les échanges qu'on a eus lors des copiles, on avait pu caler que de toute façon, tous les éditeurs déjà étaient à minima esclaves et certains éditeurs étaient aussi référentiels. C'est pour ça qu'on a sorti le profil référentiel pour que les éditeurs puissent se référencer en plus du profil général, ils puissent se faire référencer sur le profil référentiel d'identité par rapport à l'INS. Les principaux référentiels à prendre en compte dans cette vague 1, donc toujours sur le périmètre INS, on va retrouver donc l'implémentation de l'INS, conformément au guide d'implémentation INS, au niveau des exigences, donc il y a beaucoup de références sur ce guide d'implémentation, puisqu'il porte déjà l'ensemble des exigences. Donc, on a repris ces exigences pour les insérer dans le DSR. L'implémentation du téléservice INSI, la mise en œuvre des certificats en fonction des différentes structures et l'insertion du data matrix INS qui lui est spécifié sur un autre référentiel INS qui s'appelle data matrix et qui est également publié. Un petit point d'attention, afin d'obtenir le référencement Ségur, les logiciels RIS doivent passer l'homologation CNDA correspondante et un justificatif sera demandé dans le cadre du processus d'obtention du référencement. Je poursuis sur la deuxième thématique, qui est le compte-rendu d'imagerie médicale, où là, on va, au niveau du DSR, le compte-rendu d'imagerie médicale est porté sur un format qui est non structuré, en CDA R2 niveau 1. Le format, c'est ce format qui doit être produit directement par le RIS. Donc, en sortie du RIS, un RIS doit être en capacité de produire le compte-rendu en CDA R2 niveau 1. Et il doit être également en capacité à le typer compte-rendu d'imagerie médicale en respectant la nomenclature LOINC avec le bon code qui est disponible sur le jeu de valeurs du coup, qui correspond au compte-rendu d'imagerie médicale. La mise en œuvre d'un statut validé, une fois que le radiologue valide son interprétation finale de l'examen réalisé. Au niveau du contenu, sachant que le compte-rendu est non structuré, donc on ne spécifie pas le contenu du compte-rendu d'imagerie médicale, même si on a mis quelques éléments qu'on doit retrouver, c'est non exhaustif. Par contre, ce qui est spécifié, effectivement, évidemment, c'est le CDA R2 niveau 1, avec le volet structuration minimale qui est disponible
sur le cadre d'interopérabilité de l'ANS. Alors, sur le délai d'envoi, ce qu'on dit au niveau du Ségur, c'est que dès que le compte-rendu d'imagerie médicale est validé par le radiologue, donc il doit pouvoir alimenter le DMP et être envoyé par mail à MS Santé, au PS demandeur et à la messagerie citoyenne de façon automatique. Dès que le compte-rendu est validé, c'est la cible du Ségur, il faut qu'il soit partagé et échangé de manière automatique et transparente aussi pour le radiologue. Il y a quelques petites exceptions, comme on l'a vu juste avant, notamment pour les structures hospitalières, où le compte-rendu, on a vu qu'il n'était pas utile d'échanger le compte-rendu vers le PS demandeur, si ce PS demandeur est déjà présent dans la structure. Après, il y a quelques exigences qui sont plus des exigences métiers qui ont été portées par les radiologues. C'est le système d'annonce. Donc, la mise en œuvre d'un système d'annonce directement dans le RIS. Si le compte-rendu comporte des informations donc nécessitant une annonce, un mécanisme d'annonce doit être proposé par le RIS pour rendre invisible le compte-rendu tant que l'annonce n'a pas été réalisée au patient. Cette annonce doit pouvoir être tracée et redatée dans le RIS. Le guide d'intégration DMP propose déjà plusieurs métadonnées pour cacher le compte-rendu, le rendre invisible patient. Donc, il suffit de faire la traduction de cette métadonnée en système d'annonce au niveau du RIS, avec les règles métiers qui vont bien. On demande également un autre statut qui est le compte-rendu non validé et provisoire. En effet, un compte-rendu peut rester avec un statut provisoire sur un délai de 48 heures maximum. Ça, c'est un délai qui nous a été communiqué par les radiologues. Si ce délai est dépassé, un mécanisme de notification doit être mis en œuvre pour rappeler au radiologue qu'il doit passer ce compte-rendu en état validé ou l'archiver. L'objectif de cette exigence, c'est de ne pas avoir des comptes rendus qui soient sur un statut non connu, qui soient validés, mais qui ne soient pas du coup poussés au DMP ou échangés. D'où ce statut du coup provisoire qui pourrait être mis en œuvre le temps et laisser du temps du coup au radiologue pour qu'il puisse faire son interprétation et rédiger son compte-rendu. Je poursuis sur la partie appel contextuel. Sur l'appel contextuel, ce qu'on demande au niveau des éditeurs, c'est qu'ils implémentent un appel contextuel sortant pour accéder, par exemple, à un PACS, aux images du coup qui seraient stockées au niveau du PACS. Ça peut être, par exemple, via une URL. On a positionné une exigence là-dessus, sachant qu'on ne spécifie pas la construction de l'appel contextuel. On laisse le libre arbitre à l'éditeur de spécifier son propre appel contextuel. Ce qu'on demandera uniquement, c'est que l'INS, c'est qu'ils soient en capacité d'insérer l'INS dans cet appel contextuel. Donc l'INS complet avec ses traits stricts. Sur le volet d'interopérabilité et sur la spécificité de transport du compte-rendu d'imagerie en intra-hospitalier, il y a un référentiel qui a été rédigé où on spécifie les différentes métadonnées qui sont accompagnées par le compte-rendu d'imagerie, par le CDAR2, et on spécifie comment ces métadonnées doivent être transportées sur des standards de type ORU ou MDM pour que la plateforme d'intermédiation de l'autre côté puisse récupérer ce compte-rendu d'imagerie et avoir tous les éléments pour construire le lot XDS afin de le pousser au DMP et faire également l'échange MS Santé.
C'était une demande des DSI, puisqu'au niveau des différents, ça peut être en GHT ou au niveau des différents centres hospitaliers, il y a des plateformes d'intermédiation qui centralisent tous les envois et tous les échanges de tous les comptes rendus. Donc, très souvent, les connecteurs qui alimentent le DMP ne sont pas portés directement par les logiciels métiers. D'où la nécessité, du coup, de transporter ce compte-rendu d'imagerie à travers des flux intra-hospitaliers. Et ce volet, qui s'appelle transport d'un document CDR2 en HL7 au RUMDM, est disponible sur le cadre d'interopérabilité. Sur la partie MS Santé, le RIS doit être identifié comme un client de messagerie MS Santé et utiliser le référentiel MS Santé. Le client de messagerie peut également être porté par une plateforme d'intermédiation ou un DPI possédant le rôle d'une plateforme d'intermédiation. Voilà, d'où la nécessité, si le RIS ne porte pas cette fonction de client de messagerie, l'éditeur devra se faire du coup référencer avec directement la plateforme d'intermédiation sur cette thématique MS Santé. On privilégie bien sûr l'utilisation de boîtes aux lettres applicatives qui sont spécifiquement utilisées pour faire de l'envoi en masse de compte rendu. Après, ce qu'on a vu au niveau du DSR, c'est qu'il peut y avoir aussi l'utilisation de boîtes aux lettres nominatives dans le cas où il n'y a pas de possibilité pour l'éditeur de mettre en place une boîte applicative par rapport à la structure, ça peut être lié à la structure du cabinet libéral du radiologue. Sur la thématique DMP, donc le RIS ou la plateforme d'intermédiation ou DPI qui possède le rôle toujours de plateforme d'intermédiation doit permettre à l'utilisateur d'alimenter le DMP du patient avec les comptes rendus d'imagerie validés. Nous rajoutons également une exigence, la transaction TD09, qui doit également être implémentée sur le RIS. La transaction TD09, c'est en réalité un appel contextuel qui pointe directement sur le tableau de bord du DMP en passant en variable l'INS du patient. Donc, deux schémas d'urbanisation possibles pour l'alimentation du DMP. Soit le connecteur est intégré directement au RIS, donc sur le profil alimentation, avec accès WebPS contextuel. Soit le deuxième schéma, c'est le connecteur d'alimentation DMP porté par un outil tiers de type plateforme d'intermédiation ou DPI, qui possède le rôle de plateforme d'intermédiation. Donc le profil alimentation serait, sur ce deuxième schéma, serait porté directement par la PFI ou DPI. Le RIS, dans tous les cas, doit mettre en œuvre la transaction TD09, appel contextuel vers le DMP. Un petit point d'attention, le logiciel ou la plateforme d'intermédiation doit passer, dans tous les cas, une homologation de DMP compatibilité, à minima la version 2.40 ou supérieure, auprès du CNDA, afin de pouvoir prétendre au référencement Ségur. Donc, pour résumer, il y a deux interactions à faire avec le CNDA. Donc la première interaction, ça va être sur la partie INS téléservice INSI, et la deuxième interaction, ça sera sur le DMP. Ce qu'on demande également, c'est l'implémentation de ProSanté Connect sur l'ensemble des structures de radiologie et sur l'ensemble des RIS. Les exigences à respecter sont portées directement par le référentiel ProSanté Connect qui a été publié. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder une vidéo qui est disponible sur YouTube et qui balaye le référentiel ProSanté Connect, donc en détail. Si vous avez besoin de plus d'informations, et le référentiel ProSanté Connect
intègre également l'ensemble des exigences qui seront demandées. Un volet également sur la partie portabilité. Ce qu'on demande, c'est l'éditeur devra s'engager à ce que le logiciel permette l'export de l'ensemble des données de santé qu'il traite. Le format d'export doit être lisible, exploitable et documenté par l'éditeur. Là-dessus, c'est une première marche qui est franchie sur la partie portabilité. Il y a une exigence qui est formulée en ce sens dans le DSR, mais derrière, ça reste un engagement de la part de l'éditeur. Pour l'instant, on ne spécifie pas comment doit être traitée cette portabilité. On va passer sur les différents types de scénarios et types de scénarios de conformité, de preuves associées que vous allez retrouver au niveau des DSR. Donc, sur le DSR, vous allez retrouver un ensemble d'exigences et vous allez retrouver à côté de chaque exigence des scénarios de conformité qui décrivent donc les étapes permettant de contrôler la conformité du logiciel candidat à une exigence donnée et également des preuves associées à fournir. Ces scénarios peuvent être de plusieurs natures. Les principaux types d'exigences sont présentés ci-après. Alors, on a plusieurs types de scénarios. Donc là, on a repris quelques exemples d'exigences que vous retrouvez dans le DSR avec le scénario et la preuve associée. Sur ce premier exemple, c'est une exigence qui est portée par l'INS. Donc, ça va être si le système est référentiel d'identité, alors le système doit respecter à minima les règles. Donc, on liste plusieurs règles qui sont extraites du guide d'implémentation de l'INS avec le code du référentiel INS qui sera retrouvé sur le DSR chapeau. On a une règle numéro 5, le système ne doit pas rendre obligatoire l'alimentation d'autres champs que ceux cités ci-dessus pour créer une identité, conformément à la règle numéro 5 du guide d'implémentation. Le scénario que l'éditeur devra mettre en œuvre, c'est vérifier l'aspect facultatif de l'alimentation de d'autres champs que ceux cités ci-dessus pour créer une identité. On a mis également un exemple. Je crée l'identité d'un usager en omettant d'alimenter à tour de rôle le champ non utilisé et prénom utilisé, qui sont des champs facultatifs. La création de l'identité du patient doit pouvoir être réalisée, ne pas avoir de blocage. Et ce qu'on demande comme preuve à cette exigence, c'est une démonstration. Donc, ça va être une capture d'écran ou une vidéo des tentatives successives de création de l'identité. Vous pouvez retrouver également un deuxième type de scénario. Donc là, on passe sur la thématique MS Santé. On reprend les exigences qui sont dans le référentiel MS Santé. Un client de messagerie MS Santé doit permettre de demander un accusé de réception de type DNSN lors de l'émission d'un courriel. L'entête ci-dessous doit être positionnée dans le message. Vous avez un en-tête qui est spécifié et qui est conforme au référentiel socle MS Santé du client de messagerie. Ce qu'on demande au niveau du scénario de conformité, c'est qu'il y ait un accusé de réception par l'opérateur destinataire qui soit traité, donc un accusé de réception. Les différentes étapes, ça va être on prépare un courriel, on choisit l'option qui permet d'avoir un accusé de réception et on envoie le message. Ce qu'on demande comme preuve, ça sera la source SMTP du message émis. On ne va pas plus loin après dans le détail de cet accusé de réception. On a encore deux autres types de scénarios qui peuvent être demandés. Ça va être une exigence sur le compte-rendu d'imagerie. Le système doit utiliser le code, donc le code link du compte-rendu d'imagerie comme type code pour le compte-rendu, conformément à ce jeu de valeurs. L'éditeur doit exécuter le cas de test suivant et fournir les liens des rapports de l'espace de test interopérabilité des systèmes d'information de santé associés à ces CDA pour les cas de test suivants. Là-dessus, il y a des cas de test qui ont été élaborés avec des scénarios déjà prédéfinis.
du passage du scénario, vous devrez vous connecter du coup sur la plateforme de test Interop Santé, la plateforme Gazelle, pour passer ce scénario de test afin qu'on puisse vérifier que ça soit le bon type code qui a été inséré sur le compte-rendu d'imagerie. Et derrière, il y aura un lien permanent à pousser comme élément de preuve pour que les vérificateurs ou les moniteurs puissent contrôler que la donnée a bien été insérée. Ça, c'est à peu près le même schéma que vous allez retrouver si vous passez des connectatons sur la partie CDA. C'est le même outil, c'est Gazelle. Un dernier type de scénario, c'est la partie homologation. Le système doit être en capacité de consulter le DMP par appel contextuel conformément à l'un des profils définis dans le guide d'intégration, service DMP intégré au LPS, 2.4 ou supérieur, et aux exigences de la transaction de l'accès web DMP, donc appel contextuel, TD09 à minima pour la fonction tableau de bord du PS et la fonction dossier patient. Le système est homologué conformément à l'un des profils définis dans le guide d'intégration. Et là-dessus, donc l'intégration, on demande l'intégration de la transaction TD09, donc guide d'intégration GIEC Vital 2.4. Et ce qu'on demande au niveau preuve, c'est de fournir l'homologation DMP qui est du coup délivrée par le CNDA sur la mise en œuvre de cet appel contextuel. J'ai écrit quelques focus sur les différentes exigences. C'est à peu près les mêmes exigences que vous allez retrouver juste avant. Alors, les exigences, elles sont construites toujours sur le même format. Donc, si le système est référentiel, on a une exigence INS là qui commence par si le système est référentiel d'identité, alors le système doit respecter au minima les règles 5, 6, 11, 12 et 16 extraites du guide d'implémentation de l'INS. Là, cette exigence, du coup, elle s'adresse à un éditeur qui sera positionné sur le profil référentiel d'identité. Le système ne doit pas rapatrier une INS retournée par le téléservice INSI si elle contient une date de naissance comportant des 00 en guide de jour ou de mois de naissance, conformément à la règle numéro 11 du guide d'implémentation. Ça, c'est une exigence qui a été écrite et qui sera vérifiée par l'intermédiaire d'une vidéo ou d'une copie d'écran. On a une autre exigence toujours sur l'INS, c'est le système doit être en capacité d'intégrer l'identité INS en provenance de son domaine d'identification en création, mise à jour et suppression à partir d'un flux IHPAM ou HL7ADT conformément au référentiel suivant. Donc là, vous allez retrouver les différents référentiels. Le référentiel de l'extension nationale PAM, la Change Proposal et l'annexe INS qui est intégré au niveau du CISIS et enfin le guide d'implémentation de l'INS. Donc si l'éditeur là, c'est une exigence obligatoire, donc qui sera portée par le profil généraliste. Donc, tous les éditeurs devront être en capacité d'intégrer l'INS en provenance de flux d'identité entrants. En suivant, donc, du coup, les différents référentiels mis à disposition. Et on a écrit différents scénarios qui sont portés par cette exigence, notamment des scénarios sur la plateforme Gazelle, parce qu'il s'agit de vérifier la structure des messages. Et il y a un automatisme qui a été fait avec cette plateforme de test. Deux autres exigences sur la partie compte-rendu d'imagerie médicale. Vous allez retrouver une exigence sur le système de savoir produire automatiquement le CER d'imagerie médicale en CDA-R2 niveau 1 avec un PDF encapsulé en base 64, conformément au volet structuration minimale du CISIS.
Donc sur l'exigence, si vous avez besoin d'un référentiel pour comprendre l'exigence, vous retrouverez toujours une note donc du coup de ce référentiel directement dans l'exigence. Et donc c'est bien le référentiel structuration minimale. Et comme le compte-rendu est non structuré, il est bien le contenu du compte-rendu est bien véhiculé à l'aide d'un PDF qui est encapsulé en base 64. Il y a aussi une exigence, ça va être une exigence plus réglementaire. C'est le système doit permettre aux utilisateurs de paramétrer les mentions d'information patient exigées par le RGPD, avec une mention du coup qui devra être intégrée directement dans le contenu du compte-rendu. Donc là, sur cette exigence, il y aura un scénario, c'est de produire le compte-rendu d'imagerie, le PDF, et de le pousser en élément de preuve pour que d'ailleurs on puisse vérifier que cet élément RGPD soit bien présent. Voilà sur les différents, voilà pour l'ordre du jour et les différentes thématiques présentées. Alors, je vais en profiter pour vous dire que si vous voulez ne pas rater d'informations sur le Ségur, je vous encourage à aller visiter la page Virage numérique, Ségur du numérique en santé sur isanté.gouv.fr et puis surtout à vous inscrire à la newsletter ANS. Alors, je vous ai mis le QR code là si vous voulez pouvoir retrouver facilement cette page en vous inscrivant à Ségur du numérique en santé, ce qui vous permettra de savoir quand on publie des nouveaux documents ou quand on vous met à disposition de nouvelles fonctionnalités. Et puis on vous dit à très bientôt avec de nouvelles informations. Merci d'être venu. Merci pour votre participation.